Bonjour et bienvenue dans le Circadien Podcast où j'ai le plaisir d'interviewer et de discuter avec des invités autour de la santé, du développement personnel et de la spiritualité. Bon là j'avoue ça a bugué. Ouais, parce que j'ai changé, en fait, je suis passé Mmh. je suis passé en 4G, donc on est bon. Mmh. Trop bien. Bon, on va faire avec. J'espère que vous allez bien les amis. Salut French Yogi, j'espère que tu vas bien. J'ai vu un petit peu tes photos d'ailleurs, French Yogi, et t'es au top. T'es au top. Il a l'air expert en yoga lui aussi, donc je pense que ça va être un sujet qui va Yes. t'intéresser. Yes. Bon alors Clotilde, comment tu vas? Bah écoute, très très bien. Merci pour ton invitation. En tout cas, je suis ravie d'être ici avec Et toi. bah pareil, je suis tombé un petit peu sur ton compte, je sais même plus comment, et j'ai trouvé vachement intéressant ta manière un petit peu, ton approche un peu du yoga, tes photos qui sont très artistiques, qui montrent vraiment des postures, mais des asanas, mais avec un côté vraiment artistique, donc ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, je Merci vais te laisser beaucoup. te présenter un petit peu ton parcours, et j'aimerais savoir Mhm. aussi qu'est-ce qui t'a fait te passionner pour le yoga? Ça a été quoi le petit déclic? Yes. Alors donc je m'appelle Clotilde. Aujourd'hui, j'habite à côté de Genève en Haute-Savoie, mais je travaille principalement à Genève. Donc je suis professeure de yoga, yoga thérapeute, je travaille aussi dans l'événementiel, je travaille dans une salle de grimpe aussi, Planet Climbing, pour lesquelles j'accompagne aussi des voyages de temps à autre en Italie. Donc je suis un petit peu je vais à droite, à gauche. Je suis pas que professeure de yoga, puis j'ai travaillé aussi dans l'interprétariat. Ça fait pas longtemps que je travaille plus dans ce milieu-là. Donc je traduisais français et japonais parce que j'ai vécu aussi au Japon, j'ai vécu à Paris et je suis revenue dans la région il y a pas très longtemps. Et avant, si tu veux, j'étais vraiment dans un autre milieu, donc dans le milieu de la presse, dans la mode. Je travaillais pour des couturiers japonais. Et j'en suis venue au yoga il y a quand même plusieurs années, mais je suis professeure depuis environ 3 ans. Et voilà, que dire d'autre? Je suis une grande passionnée de beaucoup de choses, de la nutrition, de la santé holistique ou allopathique, hein, comme toi aussi, de ce que j'ai pu voir. Pour ça que je Ouais. pense que ça matche bien à nos échanges. Que te dire de plus? Ouais, je suis multipassionnée, j'ai plein de. Je sais pas trop comment me décrire, un peu comme toi, je pense. C'est toujours difficile de dire vraiment à qui on est et qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ouais, c'est pas évident, hein. On est des passionnés, on a Mm. envie de toucher à tout, on a envie de tout découvrir. Et Bah toi, ça a ouais. été quoi c'est quoi qui t'a fait te passionner pour le yoga? Le petit truc qui t'a fait, Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai vécu au Japon, comme je t'ai dit, il y a environ 8-9 ans. Et j'ai découvert la spiritualité au Japon. Mais c'était plus le bouddhisme, le shintoïsme. Et déjà là, ça m'a bien intriguée et je suis bien entrée dedans. Et j'ai pris mon premier cours en fait de yoga au Japon, mais le premier cours, j'ai pas du tout aimé. Pour mmh, être honnête, ça a été très difficile. C'était avec une dame assez âgée, bon, qui était très performante dans ce qu'elle faisait. C'était une super professeure, je pense, mais j'ai vraiment pas aimé, quoi. J'avais pas, si tu veux, à cette époque-là, conscience déjà de mon corps, de ma respiration. Donc, je comprenais pas vraiment, tu vois, déjà. Je suis vraiment allée un ouais. peu au pif. C'était quoi? Et C'était suite ennuyeux à ou c'était trop physique? C'était lent, c'était Ouais, difficile, c'était des étirements en profondeur. Je pense que c'était du hatha yoga, donc on en parlera un petit peu après, mais mmh, des différents types de yoga. Mais je pense que c'était du hatha yoga, donc quelque chose de très traditionnel, où on restait longtemps dans les asanas, donc dans les postures. Et ouais, c'était difficile et ouais, j'ai pas du tout accroché, quoi. Mais j'ai trouvé quand même l'approche intéressante et ça m'intriguait quand même, tu vois. Et suite à ça, j'ai vécu, comme je t'ai dit, à Paris, où là j'étais un petit peu dans le milieu de la fête, voilà, de l'événementiel, de la mode. J'ai pas eu un bon comportement vers moi, vers mon corps, on va dire. mmh, Mais je continuais toujours à cette pratique un petit peu régulière, mais sans voir vraiment ce qu'il y avait vraiment derrière. Je m'étais vraiment arrêtée à la partie un peu physique.
Voilà, et puis suite à ça, j'ai eu des petits soucis un peu perso, et je suis rentrée un petit peu chez moi ici, et je me suis formée. Et là, en fait, si tu veux, j'ai compris vraiment la dimension un peu pas cachée, parce que je pense que c'est la société qui la cache, mais la vraie phase du yoga, ce qui se cache vraiment derrière cette pratique. Et c'est là où je me suis mis pleinement. Mais tu vois, donc ça fait vraiment des années que je suis dans le yoga, mais pas pleinement dans la spiritualité comme une vraie yogi, si tu veux. Ouais, je Voilà. vois. Et toi, du coup, toi aussi, tu fais du yoga, et Ouais. comment t'es arrivé par ce chemin, et qu'est-ce qui t'a mené par là? Mais alors, je suis pas un grand yogi, hein, Mhm. j'en fais de manière quotidienne depuis à peu près 3 ans. Ouais. Et pour te raconter un petit peu mon parcours, en fait, pour que tu puisses comprendre d'où est-ce que je viens, parce que c'est vraiment, en fait, il s'est passé plein de petits trucs. Ouais. À la base, je viens de Tours, donc c'est le nord de la France. Et en fait, à mes 18 ans, j'ai perdu mon père qui a mis fin à ses jours. Donc ça a été vraiment Ouais. un gros choc, ça a vraiment été le choc de ma vie. Et Ouais. du coup, à la suite de ça, j'ai déménagé sur Marseille. Donc j'ai vécu 6 ans à Marseille. C'est ici que j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai commencé par reprendre ma vie en main en suivant un programme de sport en ligne. Donc je l'avais Ouais. téléchargé. C'était un truc Mhm. de cardio très très intense qu'il fallait suivre tous les jours pendant 2 mois. Donc autant te Ouais. dire que la première séance, alors que j'étais une noc, hein, je me couchais à 4 heures du matin, je me réveillais à 13 heures, mais Mhm. j'étais épuisé. Enfin, la première séance, elle était affreuse. Ouais. Et en fait, ça a été le premier déclic, donc ça a été la reprise du sport. Et puis, Mhm. bah, de manière automatique, j'ai commencé à mieux faire attention à ce que je mangeais. Donc, j'ai commencé un petit peu à farfouiner comment mieux s'alimenter, etc. Et puis, après ces deux mois de programme, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport. Donc là, j'ai Ouais. commencé la musculation. Ensuite, j'ai continué mes petites recherches sur l'alimentation. Donc, ça a commencé par les vidéos de Thibaut InShape, etc. Tu vois un petit peu le genre. Mhm. Donc, j'ai commencé à mieux manger. J'ai commencé à transformer mon corps. J'ai commencé à me sentir beaucoup plus confiant. Et du coup, je me suis dit, Ouais. j'avais eu cet élan de me reprendre en main et d'aller vers ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait des études en hôtellerie qui ne m'ont pas plu. Ensuite, j'ai enchaîné quelques petits boulots. Et puis après, Mhm. je me suis lancé dans Herbalife Nutrition. Je ne sais pas si tu connais, c'est un peu connu. Non. Tu as dû certaines. Non. Tu connais pas? Ah ouais? Je connais pas, non. C'est quoi? C'est une entreprise de marketing de réseau en fait. Et l'idée, c'était de vendre des compléments en fait. Donc le petit déjeuner, c'était de la poudre sous forme de smoothie. Et Ouais. alors, c'est étonnant que tu connaisses pas parce qu'en Suisse, ils sont aussi pas mal là-bas. Et en général, tu Comment te fais tu dis? prospeter Comment tu dis? Herbalife. Redis. Herbalife, Herbalife. ça me dit rien. Herbalife. Non, ça te dit rien? Herbalife, non, ça me dit rien. Ouais. Et Mais je suis pas fan donc, de ces poudres, remplacer des repas par des poudres, quoi, je t'avoue, je suis un peu. Mais bon, je sais pas, je connais pas du tout. Ça se trouve que tu en prends bah, encore, désolée, je sais pas. bah, il se trouve que j'ai fait ça pendant 2 ans. Ok. Et puis après, j'ai arrêté parce qu'en fait, un jour, avec Herbalife, justement, avec deux amis, on est allé dans un Mhm. salon du bien-être sur Lyon. Et puis, Mhm. pour être exposant, en fait, pour proposer les produits, etc. Et en fait, dans ce salon, il y avait, mais que c'était un salon de spiritualité. Il y avait des chamans, il y avait des médiums, Yes. il y avait des pratiquants Mhm. de shiatsu, il y avait un lithothérapeute. Mhm. Mhm. Euh, Mhm. Enfin, j'ai pris une grosse baffe, en fait. C'est là où j'ai découvert Ouais, la spiritualité. Et ouais. j'ai fait une séance avec un chaman, j'ai senti des énergies en moi. J'ai une médium qui m'a dit des choses sur moi, un hypnothérapeute qui m'a dit des choses rien qu'en Mhm. lisant la manière dont j'écrivais, en fait. Il m'a dit, tiens, à tes Mhm. 18 ans, il y a une rupture paternelle. Enfin, il me dit des trucs comme ça, et je ne lui ai pas raconté Mhm. ma vie, tu vois. Et je lui dis, ben oui, à mes 18 ans, j'ai perdu mon père et tout. Donc j'ai vraiment pris une Mhm. grosse claque. Et après ce salon, mais vraiment après ce salon, du jour au lendemain, je pouvais Ouais. plus faire Herbalife. C'était le marketing. Enfin, ça, je savais au fond, tu vois, que vendre des compléments en poudre, tout ça, il y avait un truc qui me gênait. Et puis, Mhm. et du coup, en fait, à la suite de ça, bah, j'ai complètement lâché, donc j'ai arrêté. Ouais. Grosse période d'introspection. Généralement, quand tu t'ouvres à la spiritualité, t'es là, je suis qui? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais. T'es un peu C'est ça. perdu, tu vois. C'est limite la C'est déprime. violent, c'est violent. C'est Ouais, violent, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc du Ouais, coup, on pense je que me suis. ça va être tout beau, et puis au final, c'est sombre, hein, c'est sombre au final, hein, ce qui se passe. C'est ça, Excuse-moi, ouais. je t'ai coupé.
Peut-être ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Eh oui. Ouais. Et du coup, après, j'ai commencé à chercher plein d'autres alternatives. Je me suis intéressé après à différents types d'alimentation, au jeûne intermittent, à un repas par jour, la diète cétogène aussi, j'ai testé. Et puis après, j'ai découvert, je me suis intéressé à l'Ayurveda. Et Ouais. ensuite, je me suis mis à prendre des douches froides le matin. Tout ce qui était, Yes. tout ce qui pouvait être outil pour augmenter en fait ma performance mentale, pour apprendre, apprendre, apprendre. Et puis ensuite, j'ai appris la méthode Wim Hof. Donc, c'est une pratique que je faisais Ouais. tous les matins. Et en Mhm. fait, ça a commencé là, le yoga, c'est-à-dire que, alors, en fait, je me rappelle même plus par quoi j'ai commencé, si c'était Mhm. l'Ayurveda, les pranayama ou le Ouais. yoga. Je me rappelle même plus, franchement. Je crois que Mhm. c'était l'Ayurveda. Et après, en fait, j'ai lu le livre de Sadhguru, que tu dois Ouais. connaître. Bien sûr, Et ouais. en fait, j'ai adoré sa manière sa définition en fait du yoga. Enfin, son livre, pour moi, c'était une pépite. J'ai pris une claque. Mhm. Et du coup, j'ai Mhm. commencé vraiment à me mettre au yoga tous les matins. C'était des petites séances de 10 minutes, tu vois. Et parfois, quand j'en avais envie, je me faisais des grosses séances d'une demi-heure. Enfin, pour moi, c'est une grosse séance, mais peut-être qu'une séance, ça dure plus longtemps, je sais pas. Et donc il y a tout ça qui est venu presque d'un coup. Donc l'Ayurveda, le yoga, et puis Mhm. après, j'ai commencé à faire les pranayama, parce que je regardais un petit peu des vidéos sur YouTube d'un Américain qui faisait pas mal de respiration assez puissante. Mhm. Et puis voilà. Voilà comment j'ai découvert le yoga. Et puis aujourd'hui, bah, j'en pratique tous les jours depuis ces 3 ans. Là, en ce moment, j'en fais Magnifique. pas le matin. En ce moment, j'ai repris la méthode Wim Hof depuis plus d'un mois. Mais Mhm. je fais souvent une petite séance de yoga après ma séance de musculation. Mhm. Et puis, je fais toujours Mhm. ma petite séance de yoga avec un petit Anuloma Viloma avant mon repas du soir. Donc voilà, Trop je bien. reste toujours dans la partie. Ouais, génial. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis quand on rentre dans la spiritualité, quand tu as cet éveil un petit peu des consciences, pas cet éveil spirituel, mais plutôt des consciences, de la conscience, tu as envie de toucher à tout. Tu sais, tu te rends compte qu'il y a Ouais, tellement ouais. de choses qu'on nous a pas appris à l'école, qu'on nous a pas montré, que tes parents t'ont pas éduqué dessus, ou pas par manque d'informations, et c'est ok. Et quand tu rentres dans ce monde-là, tu te rends compte de toutes les pratiques, mais qui se recoupent au final. Elles sont en général assez similaires, tu vois, dans l'Ayurveda avec la naturo, dans l'Ayurveda, bon bah bien sûr le yoga, enfin tu vois, ça se rejoint. Et il y a tellement de choses, et c'est vrai qu'au début c'est un peu, t'as un peu le vertige dans tout ça parce que Ouais. tu sais pas trop par quoi commencer, où te diriger. Puis toi, en tant que grand curieux et moi grande curieuse, t'as envie de toucher à tout, t'as envie de connaître tout, t'as un peu genre. Donc, Et moi, j'ai la tendance à partir dans les extrêmes quand je découvre un truc. ouais, pareil, pareil. Jusqu'à que ça m'épuise ou que je fasse une grosse bêtise et puis Ouais, qu'après ouais. je trouve l'équilibre, tu vois. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai lu ou j'ai entendu, je sais plus, pour connaître l'équilibre, il faut savoir toucher les extrêmes. Parce que sinon, Ouais, tu vois, tu peux pas savoir au final ce que c'est l'équilibre. J'adore cette phrase parce que je suis pareil que toi, j'adore partir en vrille et dans les extrêmes. Mais revenir. Et la spiritualité, le yoga, ça t'aide toujours à revenir dans ce centre aussi. ouais, carrément, carrément. Mais du coup, est-ce que tu peux définir le yoga? Parce que je Bien pense qu'il y a sûr, beaucoup ouais. il y a beaucoup de tout et n'importe quoi sur le yoga. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, le yoga, c'est une pratique déjà ancestrale indienne qui existe depuis plus de 5000 ans. Si tu prends l'origine du mot yoga, c'est yuj, donc l'origine sanscrite, et ça veut dire l'union. Et le yoga, c'est l'union entre le corps, entre nos différents corps. Donc on est constitué de différents corps. Il y a le corps physique, psychique, énergétique, mental, énergétique, je l'ai dit. Hmm. Et c'est vraiment cette union. Donc c'est vraiment une pratique holistique qui prend dans l'être humain dans sa globalité. C'est un petit peu comme l'Ayurveda, comme la naturo, toutes ces médecines un petit peu alternatives. Voilà, le yoga, c'est ça aussi. Sauf que nous, en Occident, aujourd'hui, on voit que la partie physique, parce que quand tu vas dans un studio de yoga, quand tu prends 1 heure de yoga par semaine, t'as que le temps un petit peu de travailler la partie physique, ou alors il y a des cours aussi de pranayama, méditation, mais bon.
Donc aujourd'hui en Occident, et puis surtout qu'on est une société, un monde où le physique prône sur le mental, sur notre bien-être psychique. Donc aujourd'hui, on connaît un petit peu que ça du yoga, alors que c'est tellement une infime partie les asanas. Donc les asanas, c'est pour dire posture. Bon, ça tu le sais, mais je le dis pour peut-être les personnes qui ne savent pas. Asana, c'est les postures. Et selon Patanjali, c'est un des fondateurs, si tu veux, du yoga. Hein. C'était donc il y a plus de 5000 ans. Et pour lui, selon lui, il y a une échelle. Une échelle pour arriver au samadhi. Samadhi, c'est l'éveil spirituel. Et il faut passer par plusieurs échelles, étapes, si tu veux, pour arriver à cet éveil, dont les asanas, les postures physiques. Et aujourd'hui, on voit que cet aspect-là, alors qu'il y a plein d'autres étapes, dont il y a des préceptes, des concepts, niyama, yama, c'est des préceptes pour bien conduire envers les autres, envers toi. Il y a les pranayama, il y a la concentration, il y a plein d'étapes pour arriver au samadhi, à l'éveil spirituel. Et c'est ça qui importe, si tu veux, dans le yoga, et c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Alors qu'aujourd'hui, on est toujours dans le faire, toujours dans le faire, et jamais vraiment dans l'être, et arrêter le mental, cette petite voix-là qui tourne toujours, et en boucle sans arrêt. Et donc en fait, si tu veux, on a renversé un petit peu ce qu'était vraiment le yoga à l'origine. Tu vois, aujourd'hui, on prône vraiment la partie physique, alors qu'avant, les yogis, ils s'en foutaient, mais genre vraiment. Alors oui, c'était important d'être bien dans ton corps, pour être bien dans ton assise. Au final, il faut avoir un corps en bonne santé pour être bien dans ton assise, pour pouvoir bien méditer, pour pouvoir accéder au mental. Alors qu'aujourd'hui, peu importe si tu es vraiment bien au final au niveau de la psyché, de ton mental, l'important c'est d'avoir un beau corps, tu vois, c'est vraiment l'apparence qui prône sur le mental. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, comme ça s'est renversé au final, et c'est comment dire, ça crée beaucoup d'amalgames et de nouvelles interprétations autour du yoga, alors que de base c'est pas ça. C'est comme les cours collectifs aussi. On pense que quand tu vas dans un studio de yoga, il y a 15-20 personnes à prendre un cours collectif, alors qu'avant le yoga c'était vraiment le maître du maître à l'élève. Parce que le yoga, c'est aussi une pratique très individuelle. Chaque personne, chaque individu, on est totalement différent. On a un métabolisme différent, une physiologie différente, une façon de penser, d'être différente. Et du coup, le maître yogi s'adapter à ça. Parce que le yoga, ça s'adapte vraiment à qui tu es. Et c'est pour ça qu'il y a plein de styles de yoga aussi. Enfin, c'est pour ça. Non, mais il existe beaucoup de styles de yoga. Mais il y a aussi chaque type de yoga va vraiment s'adapter à qui tu es. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tu sais, je suis yoga thérapeute. Et yoga thérapie, c'est vraiment ça aussi. C'est une pratique très individualisée où on va vraiment regarder la personne dans sa globalité. Et moi, avec mes outils, ce que je sais, ce qu'on m'a transmis, je vais essayer de lui transmettre vraiment des outils personnalisés qui vont lui correspondre à elle, pour elle. Spécifiquement, c'est pas un cours de yoga. Moi, ça me gêne un peu les cours collectifs parce que t'es devant, je sais pas, 5, 10, 15, 20 personnes. Puis il y a des personnes qui vont arriver, elles vont être épuisées. Il y a des personnes qui vont être hyper énergisées. Enfin, comment tu peux donner une pratique qui va être la même? Toi, tu vas faire ton petit truc, ton cours, pour des personnes qui ont des besoins totalement différents. Tu vois, ça me gêne un petit peu. Et avant, le yoga, c'était pas ça. C'était vraiment du maître à l'élève, un à un. Très individualisé, quoi. Ok. Et du coup, en fait, avec la yoga thérapie, tu vas proposer un certain type de yoga en fonction de la personne, c'est ça? Quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus calme? Oui et non. En fait, la yoga thérapie, déjà, il y a un échange verbal aussi. Moi, j'ai besoin de comprendre la personne. Alors qu'un cours postural de yoga, tu vas pas forcément parler avec tes élèves, tu vois. Yoga thérapie, moi, je dis que ça se passe sous forme de consultation. C'est pas un cours de yoga. Au début, tu vas beaucoup parler, comprendre un petit peu la personne, comment elle fonctionne, comment est son corps, est-ce qu'il y a des douleurs, que ça soit psychique ou physiologique.
Et puis après, à travers quelques outils très simples, donc ça peut être des postures, ça peut être des pranayams, ça peut être des exercices de pleine conscience, de méditation, je vais m'adapter à elle, ses besoins, et lui donner des clés. Et le but, c'est vraiment qu'elle devienne indépendante dans sa pratique. Moi, je lui donne des outils, elle a sa petite boîte, elle récolte les outils, et après, qu'elle puisse pratiquer elle-même. C'est différent d'un cours. Mais parfois, tu vois, j'ai des clients, clientes qui me disent bon, bah, aujourd'hui, j'ai juste envie de faire une pratique posturale, une posture très énergisante, ou alors quelque chose de très doux, une heure de relaxation. Puis là, moi, je m'adapte. Mais en général, yoga thérapie, c'est on parle beaucoup, et suite à ça, moi je viens donner des outils qu'on pratique ensemble, et après le but c'est qu'elle ramène ses outils chez elle et qu'elle puisse pratiquer. Mais après, tu as plein de types de yoga, si tu veux qu'on parle de ça aussi, pour débroussailler aussi un petit peu tout ça. Moi, de base, je suis prof de Hatha Yoga. Hatha Yoga, c'est le yoga le plus traditionnel, le plus ancien, si tu veux, où on vient travailler vraiment les mots physiques. Alors, pas les mots forcément, parce que si tu pratiques le yoga, tu n'as pas forcément des mots, mais tu travailles vraiment l'aspect physique des asanas. Mais il y a quand même pranayama, méditation, il y a tout il y a plusieurs. Il n'y a pas que la partie il y a pas que la pratique des asanas. Après, tu as le vinyasa, donc c'est le yoga un petit peu plus moderne, si tu veux, qui s'inspire un peu du hatha, qui s'inspire aussi de l'ashtanga. L'ashtanga, ça a été créé par Patanjali Joyce, et c'est très récent. Et t'as 3 séries d'enchaînement de postures, et c'est guidé par 5 respirations à chaque fois. Donc, chaque posture, tu restes sur 5 respirations, et c'est une pratique en général d'1 heure, 1 heure et demie, et qui est assez physique. Souvent sur Insta, on voit des postures un petit peu, voilà, souvent c'est issu de l'ashtanga, ou ça peut être issu aussi de l'hatha yoga, mais l'ashtanga, c'est vraiment pour moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment la pratique la plus intense, la plus physique. Et quand tu pratiques, tu rentres dans une espèce de transe, comme une danse un petit peu, et t'es guidé avec ta respiration. Donc on dit vraiment qu'il y a les yogis, il y a les ashtangis, enfin tu vois, après il y a les puristes aussi, enfin bref. Il y a plein d'appellations pour les pratiquants de yoga. Et si tu veux, il y a autant de pratiques de yoga que de professeurs, j'ai l'impression. Mais il y a quand même des types de yoga qui sont, voilà, donc t'as Vinyasa, Hatha, Ashtanga, t'as Yin Yoga qui est très doux. Tout à l'heure, on en parlait, t'as le Kundalini Yoga, t'as le Bhakti Yoga, yoga de la dévotion, t'as le Karma Yoga, yoga de l'action. Donc, c'est des choses qui vont pas forcément se vivre sur ton tapis à travers des asanas, mais c'est plutôt dans des actions de tous les jours. Tu peux te dévouer à une divinité, à quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a plein de... Voilà. Et puis après, en tant que prof, aujourd'hui, on s'éloigne un peu de cette tradition parce que chacun a envie de créer un peu son concept, de moderniser un petit peu cette pratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent les profs ils disent bon, moi je fais du vinyasa. Moi par exemple, je sais que je modernise aussi un petit peu. Et je vais dire que je fais du Hatha Yoga Flow parce que je reste quand même dans une pratique assez traditionnelle, mais je vais me laisser un peu de la liberté pour amener des nouveaux mouvements qui peuvent être issus d'autres pratiques aussi. Enfin, tu vois, mais voilà, tu vois, moi, ça me pose aussi question parce que, voilà, l'appropriation culturelle, bon, c'est délicat ça aussi, mais je me pose aussi beaucoup de questions sur ça parce qu'on vient donc t'apprends quelque chose qui a été créé plus de 5000 ans, très traditionnel, très codifié. Ouais. Puis aujourd'hui, on se l'approprie, on se fout sur Insta, des photos, enfin, tu vois. Mais je suis la première à le faire. On le fait sur plein de domaines, hein. On le fait aussi sur l'Ayurveda. Oui. Tu vois, par exemple, l'Ayurveda, on peut avoir tendance à... L'Ayurveda, en fait, ça a été créé par des Indiens qui habitent en Inde et qui ont leur alimentation qui vient de là-bas. Mais aujourd'hui, souvent, on va avoir tendance à... Alors, on peut adapter après l'Ayurveda, par exemple, à l'environnement d'aujourd'hui avec les produits locaux, etc. Mais souvent, on va prodiguer encore une fois des concepts, mais qui ne peuvent s'appliquer qu'en Inde. Tu vois, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de, je sais pas, de l'heure de se coucher ou de se réveiller. Parce que je sais que là-bas, donc en fin de compte, c'est un peu il y a plein d'amalgames qui se font. On prend, on balance un peu de tout, on en fait une sauce et puis on balaye tout ça.
C'est clair. Une fois, j'étais allée voir une médecin en Ayurveda et puis j'étais ressortie, tu vois, avec un manuel gros comme ça, avec des changements drastiques à faire dans ma routine. Me baigner d'huile tous les soirs, prendre des épices que je devais commander dans un labo à Londres, mais qui venaient d'Inde. Alors qu'ici, bah, on a des plantes géniales qu'on oublie. Mais voilà, vu qu'elle a été formée certainement en Inde par un maître indien, elle a travaillé avec ces plantes, donc forcément elle va te les recommander. Mais effectivement, on n'est pas à 5000 ans, justement, il y a 5000 ans, en Inde, on n'avait pas le temps de se balader, baigner d'huile toute la journée, faire tous les kriyas, toutes les techniques de purification qui, chez soi, déjà, d'un, c'est dangereux de le faire. Et deuxièmement, il faut un certain contexte, il faut des médecins aussi qui t'accompagnent et tout. Enfin, comme tu dis, dans chaque pratique, il faut prendre le. Donc, si tu veux, pour ce manuel, ce fameux manuel, moi, j'ai gardé simplement des petites choses que je pouvais insérer dans ma vie d'occidentale moderne. Et puis, il y a plein de choses que je fais pas et que je ferai jamais, tu vois. Toi, il y a quoi, par exemple, en Ayurveda, tu suis un petit peu des choses. Alors, oui, c'est sûr. Alors en fait, j'aimerais, tu vois, faire Abhyanga le matin, donc c'est-à-dire te masser, faire Nasya, Gratang, c'est un truc que je fais toujours depuis que j'ai découvert Ça, je l'Ayurveda. fais toujours aussi. Et c'est hyper simple. Ça, c'est simple. Ça, tu peux le mettre dans ton Ouais, quotidien. ça prend 30 secondes, hop, tu te grattes la Ouais. langue. Par moment, je faisais Nasya aussi, donc j'avais acheté un truc d'une marque Maharishi Ayurveda. Je me foutais les Ouais. petites pipettes dans les narines. D'ailleurs, là, vu que j'ai T'as les déjà allergies qui fait sont... le Mais fil qui passe par non, le nez et qui. J'ai non, fait mais une fois, j'ai cru que j'allais vomir. Ah ouais? Ouais. Après, il y a se mettre de l'huile dans le nez, donc ça, par moment, je le faisais aussi. Là, d'ailleurs, il faut que je le refasse parce qu'il y a les allergies qui me congestionnent un petit peu le nez, donc ça pourrait être Ouais. intéressant de le faire. Et aussi, je faisais Gandusha, donc c'était l'huile dans la bouche. Alors, Ouais, ça des fois, c'est je crois, bien aussi. il disait Il de faut le garder rester, 20 minutes. ouais. Alors, des fois, tu vois, C'était j'avais chiant. de l'huile dans la bouche et j'étais comme ça, et puis j'étais en train de préparer mon petit déj et tout ça. Et puis après, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Pour l'Ayurveda, ce que j'ai gardé, c'est le gratte-langue le matin, me purifier le nez avec de l'eau chaude, donc je Direct, recrache le ouais. nez. Ensuite, je vais direct boire un verre d'eau chaud. Des fois, je peux mettre un petit jus de citron avec du vinaigre de cidre ou un peu d'épices de gingembre pour activer le feu digestif le matin. Le flux digestif, Euh, ouais. ouais, Agni. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a dans l'Ayurveda? Ça va être beaucoup des repas après, des fois axés Avec ayurvédiques, des encore une fois, avec des épices épices, ou des. etc. Voilà. Je fais attention aussi aux Ouais. combinaisons alimentaires, des fois, pas tout le temps. Mais il y a des fois, Ouais. ça me saoule parce qu'il y a des fois, j'ai envie de manger ça et ça en même temps. Donc je me dis, Ouais. allez, c'est bon. Mm, 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 Et puis après, il y a aussi l'état d'esprit, évidemment. J'essaie vraiment mm. d'être plus dans la compassion, d'être dans le détachement de ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui est aussi la base de la philosophie stoïcienne que j'étudie énormément et que je tente d'appliquer au quotidien. Ouais. Ce principe de dévotion, tu vois, d'être engagé envers ma santé, envers mes séances de sport, envers ce que je propose aux gens. Donc, c'est hyper complet, comme tu dis, hein, ça touche vraiment un peu toutes les parties. Et après, il y a bien sûr la méditation que je pratique tous les soirs. La méditation, d'ailleurs, ça fait 10 ans que je fais de la méditation. J'ai commencé à mes 17 ans, avant même d'avoir été ouvert à tout cet aspect développement personnel, bien manger, faire du sport, etc. C'est un truc qui m'est venu à mes 17 ans. Trop Et bien. voilà un petit peu de ce que j'ai gardé de l'Ayurveda. Ouais, ouais, mais il y a des choses hyper intéressantes et à garder et à appliquer, et heureusement, et c'est complémentaire justement à la médecine allopathique, c'est comme la nature, et la naturopathie s'inspire énormément de principes ayurvédiques. Et il y a plein de choses hyper intéressantes que nos médecins ne nous apprennent pas ou qu'on n'apprend pas à l'école. Et genre, ouais, typiquement se gratter la langue. Qui te dit quand le matin tu te réveilles, t'as plein de bactéries, t'as plein de trucs qui stagnent sur ta langue, puis tu vas prendre ton petit déj et tout, tu fais ta life. Alors que ça passe. Et quand tu captes ça, tu te dis, mais ah ouais, en fait, il faut que je me gratte la langue tous les matins. Tu vois. Des petits Oui. trucs comme ça.
sur les... Mais c'est du bon sens, mais c'est des choses sur lesquelles on n'est pas informé, en fait. Et puis toujours, on en revient pareil, en naturo, en ayurveda, sur le yoga, bah, toujours faire attention à son système digestif, parce que c'est la clé. Aujourd'hui, bah, tu as la médecine microbiotique qui va t'en parler, alors que les gars, ça fait des siècles et des siècles que ça existe déjà. Tu vois, c'est des principes hyper simples qu'on a complètement oubliés. Et voilà. Mais après, il y a des choses très compliquées, on part dans des trucs. Alors, c'est dangereux et c'est pas très simple de le faire chez soi. Et je pense qu'il faut juste revenir parfois à du bon sens et d'appliquer ces petits trucs hyper simples que n'importe quel médecin devrait au final nous dire, que ça vienne d'Inde ou de je ne sais quel pays. Il y a des trucs très simples à appliquer et qui sont de l'ordre du bon sens. Et souvent, ça coûte pas cher et ça fait énormément de bien pour la santé. Plutôt que Ouais. d'aller acheter des compléments, des conneries comme ça. C'est clair, c'est clair. Et puis on est dans une société aujourd'hui où tu rajoutes beaucoup à ton alimentation, justement 1000 compléments, alors que revient à quelque chose de simple, de basique, de bon sens, encore une fois, plutôt que de rajouter, je sais pas, 300 balles de compléments par mois, ça n'a aucun sens. Je l'ai fait. Ouais, mais oui, mais moi aussi, je suis passée par là, bien sûr. Mais c'est comme ça, c'est en se ramassant et en voyant que ça marche pas qu'on comprend, quoi. C'est ça. Et puis pour revenir aussi sur les petites routines, tout ça, Ouais. bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, on est des curieux, on découvre plein de trucs, on a envie de tout faire. Et il y avait une époque, il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans, quand j'ai découvert tout ça, j'avais une routine matinale, mais à rallonge. Mais à n'en plus finir, tu vois, c'est limite, tu finis, tu démarres ta journée en milieu de matinée, quoi. Et en fait, je faisais trop de trucs à la fois, tu vois. Donc en fait, je faisais le matin, je faisais ma respiration Wim Hof. Après, je faisais mes étirements un peu de yoga. Après, j'allais prendre ma douche froide. Après, je me faisais un café, un bulletproof coffee. Je sais pas si tu connais. Non. Je faisais le jeûne intermittent. Je mangeais un repas par jour. À l'époque, je bossais en restauration rapide à Big Fernand, qui est un métier très demandeur. Et en plus de ça, j'allais à la salle de muscu. Et en fait, ça demandait énormément de stress. Donc la douche froide, c'est stressant. La respiration Wim Hof, ça stresse l'organisme. Jeûner, ça stresse. Être dans un travail où tu es au taquet, ça stresse. La salle de sport, le système nerveux, tu lui remets un coup. Et en plus de ça, je dormais pas assez. Je dormais quoi, même pas 6 heures par nuit. Et je me suis cramé au bout de quelques semaines. Et j'étais frustré parce que je voyais tous mes collègues de travail qui, tu vois, à midi, ils se faisaient du coup leur hamburger, ils buvaient du coca pendant le travail, ils grignotaient des frites. Et eux, ils étaient en pleine forme, ils étaient bien, tu vois, tranquilles. Et moi, j'étais là claqué, j'avais pas d'humeur, tu vois, j'étais pas enthousiaste. Et j'étais frustré, je me disais, putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Je fais tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et je suis claqué, j'ai pas d'humeur. Et en fait, j'ai compris que j'en faisais trop, en fait. Et quand j'ai arrêté, j'ai enlevé la douche froide, où je l'ai mis un peu moins fréquemment. Je me suis mis à manger un peu plus, que j'ai moins fait de jeûne. Bah, l'énergie, elle est revenue, forcément. Mais en fait, comme tu dis, on va se planter, on va aller dans les extrêmes jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre. Et même encore aujourd'hui, tu vois, des fois, j'ai tendance à faire encore des extrêmes. Et il faut des fois parce que je suis quelqu'un qui j'arrive pas à m'arrêter à me poser de moi-même. Tu vois. Hier, je me suis forcé à me poser devant Netflix, je te jure. D'habitude, c'est l'inverse. Les gens, ils font l'inverse. Moi, je me suis forcé à me dire, Dylan, tu te poses, tu regardes ta série. Enfin, un truc con, oui, non, il y a des trucs intéressants aussi sur Netflix. Mais fais un truc où il faut pas trop réfléchir, quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est comme ça, on trouve un équilibre. Parce que si on ne le trouve pas nous-mêmes, de toute façon, le corps, au bout d'un moment, il va te dire stop. Il va te faire soit une blessure, quelque chose, une fatigue ou quoi. Et donc après, c'est à nous de choisir. Et tu peux, en fait, dans ces milieux-là, que ce soit dans la spiritualité, dans le milieu du bien-être, que ce soit dans n'importe quel domaine, en nutrition, etc., tu peux partir dans les extrêmes dans un domaine très sain, et puis ça va être très mauvais, comme tu peux partir dans un truc malsain, puis ça va être mauvais. C'est ce truc de trouver l'équilibre, mais malheureusement, il faut le toucher. C'est moi, comme je t'ai dit, j'ai dû toucher un petit peu ce milieu de soirée, de drogue, tu vois, des trucs très malsains.
pour toucher aussi le milieu d'extrême un peu spirituel, c'est pareil. Moi, je commençais mes journées à 10h, 11h parce que j'avais des routines à rallonge le matin. Pareil, je me reconnais bien dans tout ce que tu dis. Et après, mais je m'épuisais, je n'étais pas en bonne santé. Je me dis non, là, c'est juste revenir à du bon sens. Et la spiritualité, c'est pas ce, et le yoga aussi, la philosophie du yoga, c'est pas ce surplus, tu vois. C'est vraiment, c'est cette philosophie de faire du bien à ton corps, à ton esprit, avec le moins possible aussi. Tu vois, on est dans une société où on rajoute tout le temps, on rajoute de la nourriture, on rajoute des pratiques, on rajoute des trucs superficiels, on est toujours dans ce truc, alors qu'au final, il faut juste épurer un petit peu, revenir à du bon sens et revenir dans l'équilibre, quoi. Exactement. Mais il faut expérimenter pour se planter. C'est ça. Et d'ailleurs, pour te partager ma dernière erreur que j'ai faite, en ce qui concerne de rajouter plein de trucs, c'est que je suis quelqu'un je suis hyper cadré sur l'alimentation. Et du coup, ces derniers temps, tu vois, j'avais tendance à vouloir trop rajouter dans mes repas. Mais en fait, je mangeais même plus une assiette, je mangeais des nutriments. C'est, il me faut ça, il me faut les protéines, il me faut les vitamines B9, il me faut ci, il me faut ça. Je me retrouvais avec plein de trucs dans l'assiette. Je mettais à balle d'épices aussi, beaucoup d'épices. Et en fait, ça m'a causé des... Ouais. Et du coup, en fait, je commençais à avoir des problèmes de digestion. Tu vois, je commençais à être ballonné, j'avais des reflux. Je me disais merde, reflux, j'ai trop de pita, alors je vais prendre des épices et, tu vois, tu t'embrouilles. En fait, c'est extrêmement compliqué, c'est passionnant, mais c'est extrêmement compliqué et je pense que ça demande en fait de faire des erreurs et puis d'apprendre à se connaître. Et je trouve que c'est un excellent outil pour apprendre à se connaître. Moi, personnellement, tu vois, je tiens un carnet et puis des fois, je note, tiens, je vais manger ça me convient bien. Ça, j'ai remarqué que ça me fait pas du bien, je vais l'arrêter ou je vais pas le mélanger avec ça parce que quand je le mélange avec ça va pas. Et j'essaie de comprendre. Tiens, pourquoi aujourd'hui, tiens, des fois je me bois du café. Tiens, pourquoi aujourd'hui le café là, j'ai des renvois encore à 10h alors que d'habitude ça passe nickel. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça demande énormément d'être à l'écoute de soi et puis ça demande de l'investissement aussi. De l'investissement, et tu parlais de cette notion de dévotion envers ta santé, pour ton bien-être, pour être mieux avec les autres et tout aussi, bien sûr. Bien sûr, c'est tout un... Puis on est tellement aussi dans une société où on s'anesthésie avec de la bouffe, on anesthésie nos émotions. Tu vois, tu te rends plus compte, t'es plus dans l'observation de ce qui se passe en toi. Puis dès que t'as des petits... Enfin, c'est ça aussi le yoga, c'est toujours venir s'observer. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a plein de personnes qui vont vivre avec des maux de ventre, d'autres maux, je sais pas, de santé, qui vont revenir, puis qui se questionnent pas trop, tu vois. Et puis nous, en tant que grand curieux, forcément, ça devient tout de suite une investigation, comme tu dis avec tes carnets et tout, oui. Bon, mais c'est intéressant aussi de comprendre comment on fonctionne. Mais il y en a plein qui se posent pas forcément la question. Mais pareil avec tes pensées, pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi j'ai cette émotion? Et en fait, vraiment, le truc, c'est toujours revenir à l'observation, s'observer qu'est-ce qui se passe, j'investis. Et pour après, peut-être que tu vas partir dans des extrêmes, comme tu dis, là, tu notes tout sur tes carnets et tout, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. C'est juste pour atteindre un certain bien-être plus tard, peut-être pas dans l'immédiat parce que ça prend du temps, mais ça va venir. Mais ouais, c'est important de se poser des questions et de se remettre en cause et se remettre en question et de chercher, de creuser, de faire ces investigations comme tu dis. Et là, on est dans le yoga. Le yoga, c'est s'observer et il faut pas non plus partir dans les extrêmes non plus, toujours être à l'écoute du moindre petit truc. Il faut aussi se laisser un petit peu... faut rester dans le flow du truc, mais t'as compris. Je vois, ouais. French Women, aller aux extrêmes, c'est exactement mon cas, ça m'a souvent bloqué dans ma pratique. Oui, ça bloque. Parce que tu fais pas. Oui, ça te bloque au point de vue physique, mental, bien sûr. Et tu vas dans l'extrême du bien-être, mais au final, tu t'éloignes totalement de ce que c'est vraiment le bien-être. C'est ça. Et du coup, on va continuer un petit peu sur la démystification du yoga parce que... Oui, parce que là, c'était sûr qu'on allait partir dans tous les sens. Faut pas mettre deux passionnés à discuter parce que ça part dans tous les sens. C'est clair. Il y a un truc qui m'énerve aujourd'hui parce que bon, j'ai plus la même définition du yoga qu'avant,
mais ces Ouais. trucs ces pubs, tu sais, de cours de yoga pour perdre du poids, tu vois, c'est le genre de Mm. trucs, comme on en Mm, parlait tout à mm, l'heure, mm, en fait, c'est complètement déconnecté de ce qu'est vraiment le yoga. ouais. Et des fois, ça m'énerve parce que je trouve que c'est vraiment, c'est de la trappe-nigo, tu vois? C'est business, c'est, «Ah, perdre du poids avec Mm. le yoga, ah bah, j'y vais. Je vais faire ma séance de Ouais, yoga et puis après je rentre ouais, chez moi et puis ouais, j'ai ouais. la même alimentation, j'ai la même qualité de sommeil» et en fait, Mm, 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 mm. c'est quoi toi Ouais, un non, petit peu ton point de vue sur ça, ouais? c'est problématique, mais d'un côté, je trouve ça problématique, mais d'un côté, euh, ça peut être une petite porte pour Oui, commencer aussi le yoga. Tu ouais. vois, je me dis qu'il n'y a pas que, voilà, peut-être que pendant une heure, la personne va pouvoir au moins un peu se relaxer, bouger son corps, respirer, faire circuler les énergies, même si elle n'a pas conscience de tout ce qui se passe vraiment derrière, ce qui est vraiment l'essence du yoga, bah, elle a un petit pied dedans quand même, tu vois. Mais on s'éloigne totalement de ce qui est vraiment le yoga, du yoga traditionnel. Voilà, si on est puriste, les puristes ils détestent ça. Moi, Mmh. je t'avoue que je suis pas puriste parce que je l'avoue dans ma pratique. Et moi, j'avais commencé aussi un petit peu comme ça aussi, hein, dans les studios à Paris, un petit peu. Bah, moi, j'étais plus, je m'entraînais beaucoup à la salle de sport, je courais beaucoup, je faisais beaucoup attention à mon apparence physique. Puis je me disais, bah, le yoga, ça peut être bien pour allonger encore plus mon corps, m'étirer, tu vois, j'avais des petites douleurs, je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être encore plus travailler sur l'apparence physique, quoi. Et donc j'ai commencé aussi comme ça, donc je ne peux pas en vouloir aux personnes, personnellement, c'est mon point de vue, je ne peux pas en vouloir aux personnes qui commencent comme ça, même Mmh, bien si quand sûr. toi tu as la connaissance et que tu as la conscience que le yoga c'est pas ça, bah ça t'énerve. Mais après, tu peux pas leur en vouloir. Et chacun est sur son chemin, chacun a sa compréhension, comment dire, à la, à son rythme, à chacun un rythme de compréhension des choses qui est différent. Peut-être qu'un jour, une personne va aller toute sa vie dans des studios de yoga sans vraiment comprendre ce que c'est vraiment le yoga, mais bon, au moins elle aura fait un minimum du bien à son corps. Ou peut-être Mmh. qu'une personne, tu auras une personne qui va faire un cours, deux cours, trois, moi j'en sais rien, peu importe, et qui va un jour vouloir creuser un petit peu plus et puis se poser un petit peu des questions sur ce que c'est, peut-être faire une formation, ouvrir un livre, tu vois. Mais c'est vrai que c'est problématique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que moi, ce qui est pas très, encore une fois, c'est très personnel, mais quand tu diffuses aussi sur les réseaux, quand tu diffuses que, en tant que professeur en tout cas, quand tu diffuses Mmh. que l'aspect physique des asanas et que tu propages ça, bah là, c'est un petit peu, là, c'est problématique. Parce qu'en tant que personne qui transmet cette culture pour la respecter, et encore c'est encore mon point de vue, pour respecter cette culture, cette tradition, tu te dois quand même d'être informé et ça fait partie aussi des yaman yama on en parlera après, j'ai les livres aussi, ça fait partie aussi des valeurs aussi en tant que yogi, que tu dois être informé sur ce que tu vas apprendre, ce que tu vas recevoir, ce que tu vas transmettre aussi, et qu'en tant que professeur encore plus. Donc tu peux pas non plus balancer une pratique, euh, des asanas, des postures comme ça, tout en n'informant pas la personne à qui tu t'adresses, tu vois. Mmh. Là, je trouve ça Mmh. problématique. Et moi, je sais que toujours dans mes cours, je suis un peu une pipelette dans mes cours, mais j'aime bien toujours donner le plus d'informations possible pour que la personne sache ce qu'elle fait avec son corps, sache comment elle respire, qu'est-ce qui se passe quand tu médites, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles cette posture, où est-ce que ça travaille au niveau des organes internes aussi. Parce qu'on pense que le yoga, tu viens toujours t'étirer, que tu étires tes muscles, tes tissus, mais au niveau des organes, il se passe trop de trucs aussi. Et ça, on ne le sait pas forcément, tu vois. Et aussi, je pense que le corps aura une meilleure compréhension et une meilleure intégration quand il a l'information. Quand tu reçois l'information, Oui, ouais. tu vois, tu comprends mieux, donc tu as une meilleure intégration, il se passe des choses plus intéressantes et tu vas plus en profondeur que quand tu fais un truc mécanique. Et puis, bon, bah, ok, je fais ça, je fais cet étirement, mais je sais même pas pourquoi je le fais, quoi, tu vois. Selon moi. Totalement d'accord avec toi. Mm. Mais c'est exactement ça. Quand j'explique un exercice ou peu importe, dans mes Mm. accompagnements ou quoi, même en vidéo YouTube, je vais toujours expliquer qu'est-ce qui se passe physiologiquement.
par exemple, pour une respiration, qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand tu fais cette respiration? Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme tu dis, si je dis à quelqu'un, vas-y, fais des pompes, le mec, il est là, il sait pas pourquoi, ouais, ok, je fais des pompes. Mais s'il sait pas que faire des pompes tous les jours, ça va augmenter, par exemple, sa masse musculaire ou que ça va le renforcer, il va se sentir mieux, bah, en fait, il va pas savoir pourquoi on le fait. Donc, je trouve ça super important de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Tu vois, par exemple, pour prendre un exemple, je suis un mec, tu vois, genre, quand j'ai commencé, je le fais toujours, mais des fois, je suis en train de manger, et puis, tiens, il y a des graines de sésame dans mon assiette, et puis je suis sur mon téléphone, et puis je vais taper graines de sésame, bien fait. Et du coup, tu vois, je veux savoir ce que je mange, tu vois, ça fait dans mon corps, tu vois, et c'est pareil, c'est pour l'alimentation, pour l'exercice de respiration, j'ai envie de savoir pourquoi je le fais. Et à chaque fois, je me renseigne sur une pratique comme ça, et soit ça va me motiver, soit je vais me dire non, c'est pas très pertinent, c'est pas vraiment ce que je recherche, donc du coup, je vais pas le faire. Non, mais je me reconnais tellement, je suis typique aussi, la nana qui va des graines de sésame est bien fait. Tu sais que c'est bon pour toi, mais tu as envie de savoir encore plus, tu sais pourquoi. Ah, vas-y, je me resserre. Ouais. Et après, je pense que tu vois, c'est des caractères aussi un petit peu comme ça. Nous, pas tout le monde faut pas en vouloir aussi aux personnes de pas vouloir trop creuser parce que juste c'est pas dans son intérêt, elle s'en fout un peu. Nous on a un peu, je pense enfin, moi je sais que parfois j'ai des petites obsessions un peu par rapport à des trucs, justement par rapport à cette recherche, toujours être curieux, savoir pourquoi tu fais ça et tout. Je pense que c'est aussi la manière dont laquelle on fonctionne, et pas tout le monde fonctionne aussi comme ça. Il n'y a pas de plan supérieur, inférieur, pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, il n'y a aucun jugement, mais dans le sens où il y a des personnes, elles s'en foutent et c'est comme ça, elles vivent très bien leur vie aussi, sauf que nous, on a tendance peut-être un petit peu creuser, et peut-être un peu trop, et on se torture aussi, tu vois, souvent à creuser un peu trop. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je suis pareil, et des fois, je m'épuise en fait mentalement à vouloir faire tellement de choses dans la journée que, au final, en fait, on veut faire les choses pour prendre du temps pour soi, pour apprendre à se connaître, mais en fin de compte, il y a des fois où on fait trop de choses et du coup, on se déconnecte en fait, on fait l'inverse. Ouais, totalement. Et je le fais encore aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, hein, et donc là, j'en ai pris conscience récemment aussi. Donc des fois, j'essaie de temporiser un petit peu, de me dire, fais des choses avec présence, fais-les vraiment parce que tu as envie de le faire, mais ne les fais pas de manière automatique. Ah ouais, totalement. Moi aussi, je suis la première à écouter un podcast, à cuisiner, à machin, parce que j'ai l'impression que le temps et le yoga, justement, ça t'apprend à ralentir et à épurer aussi tout ça. Ouais. Et toujours dans une société où on a envie de se remplir tout le temps, mais se remplir aussi d'infos, tu vois. Et toujours dans le faire et de maximiser au plus du mieux qu'on peut notre temps. Donc, personnellement, encore une fois, donc quand je fais un truc, souvent j'aime bien faire 1000 trucs en même temps. Et la pratique du yoga te dit non, essaye de juste, enfin te dit non, elle te parle pas, mais tu as compris, de juste revenir à toi tranquillement, être dans la pleine conscience et de faire quelque chose. Il y a même des études scientifiques qui montrent vraiment que de faire une chose à la fois, t'es beaucoup plus efficace que quand t'en fais. Ça a du sens. Voilà, encore une fois, on revient au bon sens. Mais on a tendance à vouloir faire 1000 trucs en même temps et c'est pas la meilleure des solutions, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, je suis pareil que toi, j'écoute toujours un podcast quand je cuisine. Bah oui. Tu penses à moi la prochaine fois. Ouais. Juste dans la pleine conscience de comment je coupe mes légumes, tu vois, dans la pleine conscience, c'est ça aussi. Hein. Mais je te dis ça, mais je cuisine beaucoup avec des podcasts souvent, même quand je vais marcher aussi. Tu vois, aller marcher en forêt sans rien dans les oreilles, je le fais de moins en moins parce que voilà, t'as envie aussi de profiter de la nature, de comment tu marches, être dans la pleine conscience. Mais plein de fois, j'écoute un podcast et je me dis, mais non, là, t'es en train de faire justement 2 choses à la fois. Ouais, carrément. C'est pareil.